Audio Jungle. Bonjour à tous, bienvenue à Matin Bonheur, votre matinale qui chaque jour vous offre un menu diversifié, instructif, à la hauteur de vos attentes. Et comme tous les jours, nous sommes là encore ce mercredi 21 février déjà. Oui, ça passe très très vite. Nous sommes déjà à la 52e journée de cette année 2018 et à la 8e semaine. Ça passe très vite, Marco, vous avez vu, hein? Absolument, ça passe vite. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être en notre compagnie aujourd'hui. Donc, le 21 février, on a tout de suite comme ça une pensée pour Mr. Malcolm X, figure de proue de la lutte donc, pour l'émancipation des Noirs. On va revenir là-dessus dans la séquence information donc, de cette émission. Toutes nos excuses pour le petit retard avec lequel démarre cette émission, indépendant de notre volonté. Tout de suite, pour vous mettre sur les fonds baptismaux et aller de l'avant avec entrain, avec énergie, la gym. C'est parti. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être en votre compagnie aujourd'hui. On va faire un peu de cardio. Donc vous allez juste avoir besoin de tapis pour prendre appui éventuellement. Ok, on va faire des jumping jacks, 2 séries de 20, on va faire un peu de grimpeur et on va terminer avec le frogger. Donc tous les exercices qu'on va faire, on va essayer de montrer un niveau avancé et montrer aussi un niveau débutant pour que vous puissiez les exécuter chez vous à la maison. D'accord? Allez, nous on part directement ici. Si vous êtes prêts, on part directement avec un peu d'échauffement là. On tire. 1, 2, 3, 4. Allez, on descend les bras, on tourne là. 1, 2, 3, 4. Histoire de bien se réveiller. Allez, on part là. 1, 2, 3, 4. Ok, premier exercice que je vais vous demander de faire aujourd'hui, ce sont les jumping jacks. Comme je l'ai dit, on tend les pieds, là on les écarte, ok, et on referme là. On en fait 20. Si vous êtes à la maison, vous ne pouvez pas faire cet exercice comme ça, ok, à cause des impacts au niveau du sol, vous pouvez le faire avec, je dirais, des step touch tout en balançant les bras. D'accord? 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, lorsque vous sautez, vous contractez volontairement vos abdominaux de sorte à les faire entrer et vous restez tout le long de l'exercice sur la pointe des pieds. D'accord? 3, 2, 1. Ok, on souffle. Allez, on souffle. On prend 10 secondes de repos. Ok? Concentrez-vous sur votre respiration. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Ok? Et puis on repart encore une dernière fois pour cet exercice. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veillez à ne pas trop écarter les jambes trop loin, d'accord? De sorte à vous mettre en danger. Ayez de bons appuis. 3, 2, 1. Ok, super. Alors je répète encore, pour vous à la maison, qui ne pouvez pas faire cet exercice avec impact, on part là, en step touch, avec les bras qui descendent et qui remontent. Ok? Prochain exercice, on part au sol, on va faire des grimpeurs. Pour faire le grimpeur, on met les mains au sol là. On descend bien le fessier. Il ne faudrait pas que le fessier soit trop haut. Ok. Le niveau le plus haut, c'est le dos et la tête. Là. Et puis on remonte les jambes dans le ventre. Comme ça. D'accord? Allez. On fait 20 deux fois. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, vous soufflez un peu. On prend 10 secondes de repos, d'accord? Respirez, respirez, respirez. Et puis on repart encore une deuxième fois pour cet exercice. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire avec les jambes qui vont avec cette vitesse-là, regardez. On tend les bras là, on monte une jambe, on redescend, on monte l'autre, on redescend et on prend tout son temps pour bien exécuter ce mouvement. Allez, on repart. 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, le fessier plus bas. Voilà. On ne glisse pas contre le sol. Non, on ne glisse pas contre le sol. Si vous faites cet exercice comme ça, c'est que vous travaillez très mal. Donc, tends les jambes derrière. Flora, voilà, tends les jambes derrière, les deux jambes. Voilà, monte la jambe gauche.
D'abord, voilà, ramène la jambe gauche, monte la jambe droite et ramène la jambe droite. Ok, je préfère que tu fasses l'exercice comme ça. Alors, chez vous à la maison, si vous avez un problème de coordination pour ne pas mal faire l'exercice, je suggère que vous fassiez l'exercice de manière unilatérale comme ça. 1, 2, 3, 4, d'accord? Plutôt que de faire un exercice vraiment qui serait bâclé et peut-être qui pourrait vous mettre en danger. Dernier exercice que je vous propose aujourd'hui, le Frogger. On va le faire de manière unilatérale, d'accord? On va faire une seule fois 10. Alors, pour faire le Frogger, on monte sur la main, toujours en position de pompe. Le fessier, encore bien gainé, ok? Pas très haut. C'est le dos et la tête encore qui sont en position plus élevée. Et on monte la jambe droite là. On monte la gauche, on descend la jambe droite et on descend la gauche. D'accord? En 4 temps. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4. Il faudra faire de forts appuis sur les bras. 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, lorsqu'on fait cet exercice, ça vous permet de travailler toute votre ceinture scapulaire, d'accord? Avec les bras, les épaules qui sont bien contractés. Donc, ayez de bons appuis au sol. Ok? C'est terminé pour aujourd'hui. Mais je vous donne rendez-vous demain pour continuer la semaine. D'ici là, gardez la pêche. Merci beaucoup, coach Fabrice. C'est avec plaisir qu'on vous retrouvera. Alors aujourd'hui, ici, nous sommes le 21 février 1965, non, 21 février 2018. Mais le 21 février 1965, il y a un fait très important qui a eu lieu du côté de Harlem. C'est à New York, aux États-Unis, bien sûr. Le militant afro-américain Malcolm X est assassiné par ses rivaux. Donc, pendant un discours à Harlem, dans les mois suivants, les militants extrémistes noirs appelés Black Panthers, voilà, c'est un mot, c'est très à la mode en ce moment, surtout côté cinématographique, vont tenter de reprendre ces appels à la guerre. Effectivement, un peu comme Che Guevara, il fait partie des icônes improbables des années 1960. C'était un orateur de talent, doté d'un esprit brillant et intuitif. Voilà, c'est ce qui marquait, c'est ce qui a marqué, a marqué les années 1960 et cet homme est resté gravé dans les annales de l'humanité. Et surtout dans les annales de la lutte pour l'émancipation des Noirs. Il faut ajouter à côté de Malcolm X des personnalités aussi de fort poids. C'est vrai qu'on ne les célèbre pas aujourd'hui, mais on peut les mentionner quand même. Il y a Medgar Evers, donc du NAACP, le National Association for the Advancement of Colored People, c'est-à-dire le mouvement d'émancipation qui avait en charge l'émancipation des personnes de couleur. C'est des personnes qui ont souffert, ce sont des personnes qui ont eu à souffrir des affres donc, du racisme et de l'inégalité. Et il est bien aujourd'hui, quelques années plus tard, qu'on puisse leur rendre un hommage mérité ici. Et bien sûr, et ça s'est vu après. Ces années de lutte ont vu la victoire d'un président black à la tête des États-Unis, Barack Obama, comme quoi les luttes ne sont pas fortuites. Et donc si vous avez une croyance, si vous croyez en une idéologie, luttez, mais de façon saine, afin de faire valoir vos droits et devoirs. Aujourd'hui, mercredi, comme tous les mercredis, elle est là, elle est bien installée, elle sera là avec nous, on parlera français. Madame Inao Zappé, voilà, elle est là. Avec elle également, on parlera de plusieurs, il y aura plusieurs thèmes, voilà. On va aller tout de suite avec un reportage. Vous savez, donc, il s'agit d'un reportage qui va vraiment venir. Ce sera soit les scénarios du changement climatique ou le braconnage. En tout cas, tout est à la discrétion donc, de la réalisatrice. On y va. Dans le monde entier, la température a déjà augmenté de 0,8 degrés depuis l'époque pré-industrielle. Les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ont atteint les niveaux les plus élevés depuis au moins 800 000 ans. Selon nos capacités à maîtriser nos émissions futures, le thermomètre pourrait encore gagner jusqu'à 5 degrés d'ici 2100, ce qui aurait un fort impact sur la vie sur Terre. Même dans les scénarios plutôt optimistes, l'accélération du réchauffement climatique menace les ressources disponibles en eau potable et la sécurité alimentaire de millions de personnes. Les 4 principales cultures vivrières mondiales, blé, maïs, riz, soja, vont perdre en productivité. Et pourtant, d'ici 2050, il faudrait doubler la production alimentaire pour nourrir les 9 milliards de personnes que comptera la planète. Parallèlement, 20 à 30% des espèces animales et végétales sont menacées d'extinction, les variations de température étant trop rapides pour qu'elles s'adaptent. Pour chaque degré Celsius de réchauffement moyen, le niveau de la mer s'élèvera entre 26 et 98 cm d'ici la fin du XXIe siècle en raison de la fonte des glaces. Cela provoquera des phénomènes migratoires de grande ampleur.
Même 30 cm de hausse peuvent avoir un impact considérable, aggravant les phénomènes climatiques extrêmes. Tempêtes, sécheresses, inondations ou glissements de terrain. L'eau des glaciers terrestres se raréfiant, le débit des fleuves va diminuer, pesant ainsi sur la production hydroélectrique ou l'agriculture. Affecter également les océans, les importantes migrations de stocks de poissons vers les eaux fraîches redessinent la carte des zones de pêche, privant ainsi certaines populations d'une ressource alimentaire essentielle. Enfin, les effets cumulés du réchauffement climatique vont exacerber des conflits violents dans certains pays pour des terres ou des ressources en eau. L'inertie du changement climatique est considérable, de l'ordre de plusieurs siècles, et elle est due aux émissions de CO2 passées, actuelles et futures. L'ampleur et l'impact de ces changements dépendront des choix d'aujourd'hui. Oui, et aujourd'hui, il faut penser développement durable, il faut penser à la prospérité. Voilà, et notre correspondant sera là avec nous, avec lui. On parlera écologie, vous le savez, Monsieur Cédric Lombardo. Mais elle est là, elle est bien installée, Madame Inao Zappé, parlant français. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Merci. Donc avec vous, aujourd'hui, on verra plusieurs expressions, notamment, je m'en vais vous dire, sans dessus-dessous, et gynécologie. C'est ça? Et puis il y a à nouveau, de nouveau. À nouveau, de nouveau. On va démarrer avec je m'en vais vous dire. Bien. Je m'en vais vous dire, la maladresse dans cette expression, quand on l'entend, on a l'impression qu'il y a un groupe de personnes qui se situent à un endroit X, et donc on se déplace pour aller vers ces personnes-là pour pouvoir leur apporter une information ou leur faire comprendre ce qu'on ressent. En réalité, ce n'est pas cela. Vous avez quelqu'un en face de vous, vous voulez lui faire comprendre quelque chose, vous voulez lui donner votre appréhension d'une situation ou d'un fait. Donc, vous devez normalement lui dire « je vais vous dire » et non « je m'en vais vous dire ». Donc, l'expression idéale, c'est « je vais vous dire » en lieu et place de « je m'en vais vous dire ». L'expression qu'on utilise à tort et à travers. Voilà. Je vais vous dire. Oui, je m'en vais vous dire non. Donc, à nouveau, de nouveau. À quel moment on dit à nouveau et à quel moment on dit de nouveau? Bien. De nouveau sous-entend faire la chose de la même façon. À nouveau sous-entend faire la chose d'une façon nouvelle, d'une façon différente. Ah bon? Je vais prendre un exemple pour que ce soit plus explicite. Je dirais par exemple que ce matin, Nessie a fait un gâteau. Ce gâteau-là, avec les ingrédients qu'elle a utilisés, ce gâteau est raté. Elle décide donc de le faire de nouveau. Mais cela sous-entend que Nessie est bien partie pour rater encore ce gâteau. D'accord. Alors que si elle décide de le faire à nouveau, ça veut dire qu'elle va le faire d'une façon différente. Donc, elle prendra des ingrédients qui vont entrer en ligne de compte pour pouvoir l'aider à perfectionner, à améliorer le gâteau qu'elle avait déjà raté. Donc, il faut faire très attention à l'emploi de ces deux expressions. D'accord. On a également sans dessus-dessous. Sans dessus-dessous. Vous voyez à la prononciation, on entend sans. En réalité, sans, qu'est-ce que cela sous-entend? C'est une préposition. Elle sous-entend aucun. Rien. Alors que, avec cette expression, on ne veut pas démontrer la notion de rien ou d'aucun. Donc, l'expression veut nous montrer ici la position de quelque chose dans un espace. Je prends l'exemple d'une chambre en désordre. On dira que la chambre est sans dessus, dessous. Donc, c'est la position, l'emplacement des effets dans cette chambre-là qu'on veut présenter. Donc, ce n'est pas sans dessus, dessous, mais c'est sens dessus, dessous. Sens. Sens. Comme la direction. Voilà, le sens comme la direction. Parce que quand une personne, par exemple, est bouleversée, on dira que la personne est sens dessus, dessous. Donc, il faut faire très attention à la prononciation de cette expression. Ce n'est pas sans, mais c'est sens dessus, dessous. Dans S-E-N-S. Voilà. Et non S-A-N-S. Et puis, comparativement à cette expression, on a aussi sens devant, derrière. Je dirais, par exemple, Marco a enfilé un pull vert ce matin, sens devant, sens derrière. C'est-à-dire la face qui devait passer par devant, il l'a mise en arrière, et la face qui devait être en arrière est passée devant. D'accord. Allons devant, dans le conducteur. Parlez maintenant de gynécologie. Gynécologie. La gynécologie, qu'est-ce que c'est? C'est une spécialité médicale à travers laquelle on étudie l'organisme de la femme et puis même on étudie aussi son appareil génital. On étudie cet appareil génital-là, ma foi, dans le sens même de la psychologie de la femme et des différentes pathologies qu'elle a.
Et donc, on sait que quand la femme a des difficultés, elle va directement voir un gynécologue. Mais lorsque l'homme a des difficultés, où est-ce qu'il va? Parce que l'homme a lui aussi son appareil. Donc, l'homme est censé aller voir un spécialiste en matière de médecine pour pouvoir lui procurer les soins. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez des hommes avec des glandes mammaires qui sont un peu plus développées. Ces glandes mammaires un peu plus développées, on les appelle généralement la gynécomastie. Donc, ces gynécomastes-là, à qui est-ce qu'ils vont s'adresser pour voir de quel problème ils souffrent? Ils vont bien sûr s'adresser aussi à un spécialiste, tel que la femme s'adresse à un spécialiste. Et ce spécialiste-là, il a fait des études en endologie. Et l'endologie, c'est l'étude des éléments anatomiques, biologiques, psychiques de l'homme qui participent au bon fonctionnement de son appareil, comme on le dit chez les hommes, l'appareil urogénital chez les hommes. Et donc, ce médecin qui va étudier l'andrologie, c'est un médecin qui va se mettre à la disposition de la médecine masculine. Et donc, en se mettant à la disposition de la médecine masculine, il va étudier, il va régler les problèmes urinaires des hommes, donc les problèmes urologiques des hommes, et aussi, il va s'atteler à régler les problèmes qui vont dans le sens de l'appareil reproducteur de l'homme. Et donc, comme cette spécialité, c'est au niveau de l'endologie, alors ces individus-là vont se faire appeler des andologues ou encore des andologistes. Donc aujourd'hui, si Marco a un problème avec son organisme, non, c'est juste pour l'entretien aussi de l'organisme, Marco sera bien obligé, voilà, par exemple, ou encore se maintenir en pleine forme, Marco ira voir un andrologue. Lorsque Nessie a une difficulté avec son organisme, elle ira voir un gynécologue. D'accord, donc les hommes ne vont pas voir les gynécologues? Non, pas du tout, ils vont voir des andrologues. Des andrologues. Ou des andrologistes. Vous avez vu des hommes qui vont voir des gynécologues? Peut-être pour accompagner leurs femmes. Oui, mais aujourd'hui, hein, on a des andrologues, donc il faudrait que, messieurs, vous allez voir aussi les andrologues, pour ne pas laisser mourir cet aspect de la médecine. Oui, absolument. absolument. Et puis aussi, messieurs, accompagnez vos femmes quand elles vont chez les gynécologues. Ah oui. Vous pouvez être à ses côtés aussi. Ah oui, ça fait du bien. En même temps, il y a des hommes qui ne préfèrent pas que leurs femmes aillent voir les gynécos. Vous pouvez me choisir. Mais ils ne peuvent pas non plus s'ériger en gynécologue. Moi, je connais un homme qui demande à sa femme d'aller voir la sage-femme. Elle n'est pas spécialiste. Elle est spécialiste dans son domaine. Le médecin gynécologue est spécialiste aussi dans son domaine. Il y a certaines choses que connaît le gynécologue que la sage-femme... Là, maintenant, c'est plus parlons français, c'est parlons médecine. C'est une petite parenthèse. La rubrique a changé. Juste une petite parenthèse, on va la refermer. C'est parlons médecine. Merci beaucoup, Madame Minao. On va faire un récapitulatif des mots, des expressions aujourd'hui. Oui. On ne dit plus je m'en vais vous dire, mais on dit plutôt... Je vais vous dire. Je vais vous dire. À nouveau, de nouveau, c'est différent. Voilà. À nouveau, c'est une nouvelle façon de faire. Donc, on fait d'une façon différente. De nouveau, c'est que vous exécutez de la même façon. Et sens dessus, dessous, et non comme le dit Nessie. C'est pas sans dessus, dessous, c'est sens dessus, dessous. Sens dessus, dessous. C'est une expression que j'aime pas beaucoup. Et puis là, je ne sais pas si on peut avoir juste une minute. Allez-y, allez-y. Parce qu'il y a une expression qui revient à foison dans le langage. Nous en avons déjà parlé sur ce plateau. Taximètre, taximan. Il faudrait qu'on fasse l'effort, très chers téléspectateurs. Le taximètre et le taximan sont à l'intérieur, c'est du taxi. Mais le taximètre, c'est le compteur que vous avez à l'intérieur du taxi, qui vous montre la somme que vous dépensez et le kilométrage. Et le taximan, c'est cet individu-là qui conduit le taxi. Donc, il faut faire très attention à ces deux expressions. Je vous en prie, évitez l'amalgame entre ces deux expressions. Okay. Et il y a aussi la semaine surpassée et la semaine surprochaine, sur laquelle nous sommes revenus. Les gens continuent d'employer ces deux expressions. Elles n'existent nulle part dans notre langage français. C'est de la fabrication. On dit tout simplement... La semaine d'avant, la semaine d'après. C'est plus simple et c'est plus direct. Voilà. Merci beaucoup à vous. Prie, Marco. Et on a terminé avec, bien sûr, gynécologie, qui a son pendant masculin, qui est l'andrologie. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, Marco. Médecine, en même temps français, ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est très, très instructif. On va manger maintenant. On a un peu faim avec tous ces mots qu'on prononce là, ça fait travailler les zygomatiques. On va manger maintenant avec le petit-déj. On y va. Jingle et on s'y revoit directement.
Allez, on commence avec ça. Regardez, ici, je vous invite. Là, c'est du riz couché, comme on l'appelle chez nous. Le riz si couché. vous voulez, le riz de la veille. Alors, comment on appelle ça, Madame Manina, en bon français? Nous, on dit riz couché, mais comment on appelle ça concrètement, en bon français? Le riz de la veille, comment on dit? Vous avez trouvé l'expression. D'accord. Donc, on est d'accord. C'est le riz de la veille. On parle sous votre couvert, c'est bien. Et comme la veille, nous sommes, on s'est couché et nous sommes réveillés, alors... On peut dire riz couché. Ça passe. Non, c'est un Riz grand... couché réveillé. C'est du riz de la veille en bonne Riz expression. couché à réveiller, réveiller. Allez, deuxième petit-déj. Deuxième petit-déj, on a donc... La macédoine avec Alors, comment le on dit? fruit et légumes, Alors, la tomate. ça c'est la dernière image. Alors, Madame Inao, comment on définit le fait que les... On va dire macédoine avec de la tomate et de l'ail sur le côté, comment on... Non, la macédoine, c'est déjà un mélange de tout ce qu'on a comme légumes et autres. Et puis, ce qu'on doit dire ici, en regardant ce plat, c'est juste l'omelette qui accompagne le plat. Que peut-être nous allons essayer de redéfinir dans le plat. La macédoine accompagnée d'une omelette. Tout simplement. Simplement. La macédoine est accompagnée de son omelette. Ouais. Ils ont cette expression-là, les spécialistes. La macédoine accompagnée de son omelette avec sa lisière de tomates De tomates et d'ail. sur le côté. Si vous aviez le choix entre la macédoine et le riz couché, Vous êtes votre plutôt préférence? riz couché ou macédoine? Moi, je suis plutôt grillade. Mais j'affectionne le riz couché avec la sauce aux feuilles de manioc. Oula. En bonne femme guérée. Oh, bonne femme guérie. Vive le pays guéri. Merci beaucoup, Madame Inao. Merci Je vous en beaucoup. prie. Allez, on vous retrouve avec beaucoup de plaisir, Dieu voulant, mercredi prochain. On espère que vous allez bien et que vous avez la plénitude de votre santé. C'est tout ce qu'on vous souhaite tout au long de ces matins avec Nessie à notre côté. C'est toujours un plaisir. On va aller maintenant pour un reportage et là, on va parler braconnage. Chakaria a 5 mois. Depuis quelques semaines, elle s'entraîne pour rejoindre une unité canine dans le parc du Masai Mara. D'un pas assuré, elle renifle dans les hautes herbes jusqu'à trouver un ranger caché dans la savane qui joue le rôle d'un braconnier. Chakaria fait partie des favoris. Elle possède ces traits de caractère bien particuliers qui font un bon tracker. Des chiens actifs qui aiment manger, beaucoup jouer, des choses comme ça. Mais comme je l'ai dit, la génétique et la conduite est ce que nous recherchons, la bonne conduite pour faire le travail. Cette unité canine est devenue essentielle à la lutte contre le braconnage dans le triangle du Mara dans le sud du Kenya. Si le trafic d'ivoire retient l'essentiel de l'attention, le principal défi du parc est la lutte contre le trafic de viande d'animaux sauvages. Gazelles, impala, gnous ou encore girafes, les braconniers tuent ces animaux par centaines. Ils utilisent en général des collets métalliques ou aussi chassent les animaux jusque dans les vallées. Ils utilisent des machettes, des épées et des pangas pour les découper. Les braconniers utilisent aussi des pièges qui sont neutralisés par centaines jusqu'à 500 par jour. Le trafic de viande de brousse atteint un niveau critique que dénonçait dès 2014 un rapport du gouvernement kényan. L'unité canine existe depuis 2009. Aujourd'hui, elle compte 4 chiens trackers et 2 chiens détecteurs postés aux entrées du parc pour repérer des armes ou de l'ivoire dans les voitures. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous avons réussi à attraper plus de 4000 braconniers ces 18 dernières années. Donc ça montre les efforts que nous avons faits. Sans ça, nous pourrions avoir des milliers d'animaux morts. Il ne reste plus que quelques semaines aux 5 chiots pour faire leurs preuves. Tous les jours, ils doivent suivre un entraînement strict pour apprendre à bien maîtriser les odeurs et devenir à terme une arme efficace anti-braconnage. Matin Bonheur, cette semaine est réalisée par Soro. Félicité et toute l'équipe. Toute l'équipe est là, à pied d'œuvre, pour vous faire plaisir. Madame Bernadette Assou-Nguesson, notre spécialiste, elle sera avec nous. Avec elle, on parlera de la bouderie dans le couple. Marco, Ah oui, moi je vais vous bouder là. Je vais commencer déjà Ah oui, pour être ça dans c'est le mon tempo. sport favori. Ça. Mais bon, les gens qui boudent parfois sont des gens au moins normaux parce qu'au moins quand ils boudent, on sait dans quel état ils sont. Ils ne sont pas hypocrites au Bon, moins. on le saura, on le saura avec Madame On saura tout de Bernadette. Est-ce que vous êtes normaux les boudeurs? Il y a- On en parlera avec notre psychologue maison. Il y a toujours un boudeur en nous. Allez. Elle est là, Maïs Sako, avec elle, on parlera information, mais avant, la météo. MTN, everywhere you go.
Mesdames et messieurs, bonjour. Un temps généralement nuageux sera présent sur les zones du sud avec un faible risque de pluie par la suite. Le temps y sera partiellement nuageux au cours de cette matinée. Le nord et la bande centrale seront partiellement nuageux avec toujours la présence de vent humide. Côté température, on notera une série de 25 degrés dans les villes d'Abidjan, Adiaké, Bondoukou et Boaké. Dalo affichera 24 degrés, 25 degrés à Dimboko et Gagnoa, 24 à Korogo, 23 degrés à Mans, 24 à Odéné. Une série de 26 degrés est attendue dans les villes de San Pedro, Sassandra et Tabou et 25 degrés dans le district de Yamoussoukro. Le début d'après-midi sera relativement ensoleillé sur l'ensemble du pays. Cependant, la combinaison de l'insolation et de l'humidité pourrait occasionner de denses nuages sur les zones de l'est, du centre et du nord du pays, suivis parfois d'orages et de pluies localisées. En milieu ou en fin de période, l'ouest et le sud pourraient connaître des possibilités de pluie et d'orages, notamment à l'ouest et dans le sud-ouest. Le mercure affichera au cours de cet après-midi 32 degrés à Abidjan et à Diaké, 35 à Bondoukou et Boaké. Dalo affichera 34 degrés, 35 degrés à Dimbokro. À Gagnoa, on notera 34 degrés, 35 degrés à Gorogo. Mans connaîtra 33 degrés, 35 degrés à Odéné. À San Pedro, ça sera 32 degrés également dans la ville de Sassandra, 31 degrés à Tabou et 35 degrés dans le district de Yamoussoukro. Excellente suite de programme et agréable journée à vous. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous, il est 6h30. Merci de nous retrouver pour cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté hier après-midi Abidjan pour Accra. Le chef de l'État participe aujourd'hui dans la capitale ghanéenne au 5e mini-sommet de la CEDEAO. Une rencontre consacrée à la monnaie unique dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agira de permettre aux dirigeants ouest-africains d'accélérer le processus. Je vous propose d'écouter le président de la République, Alassane Ouattara, à ce sujet. La task force présidentielle de la CEDEAO sur la monnaie unique ou groupe présidentiel de travail sur la monnaie unique de la CEDEAO se réunit pour la 5e fois ce mercredi 21 février. Le cadre de la rencontre est cette fois Accra, au Ghana, où le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, est arrivé ce mardi, veille de la rencontre. Il a été accueilli à l'aéroport Kotoka International d'Accra par le vice-président ghanéen Mahamoudou Baoumia et par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana, son Excellence Ewi Koutoua Bernard. Cette 5e réunion de la task force présidentielle de la CEDEAO, qui va se tenir ce mercredi 21 février à Accra, prévoit l'adoption de la nouvelle feuille de route devant conduire à la création de la monnaie unique de la CEDEAO à l'horizon 2020, soit dans 2 ans. Le pari est réalisable, a laissé entendre le chef de l'État ivoirien qui s'est déclaré très optimiste sur le sujet. La rencontre qui comprendra non seulement le Ghana et la Côte d'Ivoire, mais également les originaux de la task force, c'est-à-dire le Niger et le Nigeria, ainsi que le Togo qui préside la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, et la Guinée qui a été invitée en raison de son poids économique. Donc les 6 chefs d'État auront à faire le point. Et notre volonté, c'est de continuer les mesures que nous avons commencé à mettre en œuvre. Parce que nous tenons à avoir cette monnaie de la CEDEAO en 2020. Bon, bien évidemment, cela dépendra des efforts des uns et des autres. Moi, je peux vous dire déjà que pour la Côte d'Ivoire, nous respectons quasiment tous les critères de convergence, aussi bien les critères prioritaires que les critères secondaires. Donc en 2019,
nous serons totalement conformes aux objectifs que nous nous serons fixés. Notre participation à cette réunion, ce sera de dire à nos frères ghanéens et à tous nos frères que nous devons aller tous dans la même direction, parce que c'est ça le salut. Donc je suis là avec beaucoup d'optimisme et d'espoir. Le président Nana Akufo est mon ami, tout le monde le sait, et nous avons des politiques qui sont conformes, qui sont convergentes, et je salue M. le vice-président. Je sais que nous aurons une très bonne réunion. À son arrivée à l'aéroport Kotoka International d'Accra, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu l'accueil chaleureux du personnel de l'ambassade ivoirienne au Ghana, ainsi que celui de nombreux jeunes Ivoiriens résidant dans ce pays. Prennent aussi part à ce déplacement du chef de l'État au Ghana 3 ministres du gouvernement, les ministres Adama Koné de l'économie et des finances, Ali Koulibaly de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, et Jean-Claude Brou, désormais nouveau président de la commission de la CEDEAO, qui prendra officiellement fonction le 1er mars prochain. Vous venez de suivre l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, hier après-midi à Accra pour prendre part au 5e mini-sommet de la CEDEAO. Le reportage est signé Viviane Aïmin. Nous repartons avec Viviane Aïmin qui nous propose à présent un rappel du contexte de ce 5e sommet de la CEDEAO qui, je le rappelle, se tient aujourd'hui à Accra. Créée en 1975, la CEDEAO regroupe aujourd'hui 15 pays totalisant 300 millions d'habitants qui utilisent des monnaies différentes. 8 pays ont en commun le franc CFA, arrimé à l'euro. Ils sont rassemblés au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ces pays sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo. Les 7 autres pays de la CEDEAO ont chacun une monnaie propre. Pour le Cap-Vert, c'est l'escudo. Pour la Gambie, le dalasi. Pour le Ghana, le cedi. Pour la Guinée, le franc guinéen. Pour le Libéria, le dollar libérien. Pour le Nigeria, le naira. Et pour la Sierra Leone, le léon. Il existe ainsi 8 monnaies dans la zone CEDEAO. La volonté aujourd'hui de la CEDEAO, c'est d'aller à la monnaie unique d'ici 2020. Pour ce faire, certaines conditions doivent être remplies, à savoir réaliser tout d'abord la convergence des monnaies existantes, c'est-à-dire faire en sorte qu'aucun pays et ses populations ne soient lésés par l'adoption de la nouvelle monnaie. C'est à ce jour une des principales difficultés dans la réalisation de l'ambitieux projet de création de la monnaie unique de la CEDEAO. Une autre difficulté est l'inquiétude de certains pays qui ont une monnaie qui leur est propre et qui est forte, de n'avoir pas d'influence sur la monnaie commune et qui redoutent l'éventualité que les 8 pays de l'UEMOA puissent arrimer la nouvelle monnaie à l'euro. Mais au-delà de toutes ces difficultés, la création de la monnaie unique de la CEDEAO se présente aujourd'hui comme un processus irréversible. En effet, un groupe de travail présidentiel sur le programme de monnaie unique de la CEDEAO, dénommé Task Force, a été mis en place, comprenant les chefs d'État du Niger, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria. La Task Force a déjà eu 4 rencontres, dont la toute dernière en date, le mardi 24 octobre 2017 à Niamey, au Niger. Ce mercredi 22 février 2018, la Task Force aura sa 5e rencontre à Accra, au Ghana. Au programme de cette rencontre, l'adoption de la nouvelle feuille de route pour aller à la monnaie unique en 2020. Le délai de 2020 sera-t-il respecté? Il est désormais entendu que la monnaie unique se mettra en place progressivement. Les pays qui auront rempli les critères de convergence en premier seront les États champions qui constitueront le noyau. Les autres États les rejoindront au fur et à mesure. En santé, on s'intéresse au cancer, une maladie qui ne cesse de faire de nombreux morts chaque année. Des organisations non gouvernementales se sont mobilisées pour sensibiliser à la manifestation et aux causes du cancer, ainsi qu'aux méthodes utilisées pour l'éviter. Chris Diomandé, Franck Wadiou. Dans le monde, plus de 8 millions de décès sont causés par les cancers selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Ce sont le cancer du poumon
1,69 million de décès du foie, 788 000 décès de l'estomac, 754 000 décès et le cancer du sein, 571 000 décès. Objectif du colloque initié par l'ONG Hope Life, prévenir et sensibiliser les populations. Notre motivation est partie du fait qu'on a regardé un peu sur le champ ivoirien ici et on a constaté qu'il n'y avait pas véritablement d'association qui œuvrait et qui donnait des informations sur ce que c'est que la maladie du cancer. Et c'est ainsi qu'on s'est assis pour apporter l'information, pas seulement en ville mais en zone rurale et éviter que beaucoup de femmes par ignorance décèdent du cancer. Grâce à l'action de cette ONG, cette dame a été guérie d'un cancer du sein. J'ai senti une boule dans le sein. Et du coup, je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens, on m'a dit que c'était un cancer. Au début, ça ne m'a rien dit, mais après, j'ai senti que j'étais en danger. N'ayez pas peur. Quand on est dans l'ignorance, c'est là qu'on meurt. Mais quand tu es au courant de la chose, que tu te livres au médecin, au conseil, tu suis, tu fais les dépistages, on constate rapidement que tu as le mal, tu peux en guérir. En Côte d'Ivoire, ce sont 12 000 à 15 000 nouveaux cas de cancer qui sont enregistrés chaque année selon l'OMS, mais 60% des cas sont dépistés à des stades tardifs. Les raisons sont multiples. 60 à 70% des cancers sont liés à notre environnement, à notre style de vie et à l'exposition aussi à des agents biologiques et à des agents chimiques. La plupart des cancers du poumon, dans 80-90% des cancers du poumon sont dus au tabac. Le tabac est incriminé dans 30% des autres cancers. Cancer de la vessie, cancer de la prostate, cancer du sein, cancer utérin et j'en passe. C'est dire que le tabac est donc un poison en vente libre. Il y a par exemple la consommation de viande rouge. Excessivement peut aboutir à ce cancer que nous connaissons, le cancer colorectal. Et il y a également aussi la consommation d'alcool. Pour sauver des vies, des stratégies s'imposent. Connaître les facteurs et s'adapter à une hygiène de vie saine. Et là, le rôle des ONG est très important parce que informer, sensibiliser sur les signes d'alerte peuvent nous amener à diagnostiquer précocement ce genre de pathologie. Connaître les facteurs et s'adapter à une hygiène de vie saine. Le programme national de nutrition fait la promotion de la consommation de fruits et légumes parce que nous savons que la consommation de fruits et légumes permet également de réduire le risque d'avoir le cancer. Le cancer est une maladie caractérisée par la prolifération incontrôlée des cellules se transformant par la suite en tumeur. Il se manifeste entre autres par une plaque rouge sur les seins pour le cancer du sein et une augmentation des bourses des testicules pour le cancer des testicules. À l'étranger, le chef de l'opposition zimbabwéenne Morgan Tsvangirai, rival historique de l'ancien président Robert Mugabe, a été enterré hier dans son village de Bouera, dans l'est du Zimbabwe, en présence de milliers de ses partisans, de diplomates et de responsables politiques. Le président français Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le nouveau président libérien George Weah, ex-star du football, pour un déjeuner de travail à l'Élysée, en présence de nombreuses personnalités du monde sportif, tels les footballeurs Didier Drogba et Kylian Mbappé. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup Maï. On vous retrouve demain? Absolument demain. Toujours avec le même plaisir. Merci à vous deux, Marcellin et... C'est un plaisir pour nous de vous recevoir tous les matins ici. Vous éclairer, vous illuminer. Voilà. Vous informer. Vous illuminez le plateau. Parce que Nessie ne suis pas Marcellin. Il m'a contaminé. Merci beaucoup, Maï Sako. Alors, dans quelques instants seulement, nous allons discuter avec une personne incontournable des mercredis qui nous parle écologie avec beaucoup de passion et surtout beaucoup d'efficacité. Cédric Lombardo est avec nous. Cédric, bonjour. Bonjour. L'écologie, c'est la science qui étudie, on ne le dira jamais assez, les conditions de vie des êtres humains, plantes, animaux et sur Terre et les rapports qui s'établissent entre eux. Pour l'homme, cela revient à nous interroger sur les interactions entre notre modèle de développement et le monde qui nous entoure ici. Et aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de développement durable. Qu'est-ce que le développement durable? Justement. On en parle tout le temps, il y a un développement qui ne peut pas durer, il y a un développement durable, comment faire le point et puis comment prendre la bonne direction.
Puis depuis les années 80, il faut le dire, hein, le développement durable est un thème qui revient de façon récurrente, hein, comme si quelque chose n'allait pas dans notre modèle de développement. Mais au juste, c'est vrai, la question, c'est quoi le développement durable? Jingle, et on entre dans le vif du développement, pardon, du sujet. Alors, dites-nous, c'est quoi le développement durable? Le développement durable, c'est un... Dans les années 70, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines choses qui ne fonctionnaient pas vraiment dans le mode de fonctionnement de notre développement. À partir des années 87, on a commencé à mettre en place le vocable développement durable qui devait justement nous amener vers quelque chose. Mais ça, c'est ce que nous, on sait. Et on a préparé un petit élément qui est une vidéo et on est parti demander aux étudiants de terminale du lycée de Grand Bassam quelle était, eux, leur définition du développement durable, puisque ce sont les générations futures qui nous concernent. Alors ça, c'est le premier témoignage, le témoignage Génération Future. Le développement durable, selon moi, est un développement qui répond aux besoins du présent sans toutefois entraver les besoins futurs, c'est-à-dire sans empêcher les populations futures à répondre à leurs besoins. Le développement durable est basé sur l'interrelation entre l'environnement, l'économie et la société. Notre mode de vie dépend de notre environnement parce que l'environnement fournit à la société. Mais la société souvent impacte négativement l'environnement. Ces problèmes-là auront des répercussions sur le monde à venir. Nos enfants et les générations suivantes auront plus de problèmes que nous parce qu'il y aura moins de ressources, plus de population et le climat va continuellement changer. Et il faut apporter des solutions à ces problèmes-là. Nous faisons une surexploitation des ressources que nous avons. Nous dépensons plus que ce que nous avons. À cette allure-là, l'avenir n'aura pas de ressources nécessaires pour subvenir à leurs besoins. Ce sera vraiment difficile pour les générations futures de pouvoir répondre à leurs besoins puisque nous utilisons les ressources de la nature de manière égoïste. Nous ne pensons qu'à nous et nous ne pensons pas du tout aux générations futures. On a un développement qui n'est pas durable parce qu'il n'y a pas de développement qui ne dépend pas de l'environnement. Notre développement, nous et notre économie, nous dépendons de l'environnement. Et si nous ne prenons pas soin de l'environnement, en aucun cas notre développement peut s'avérer vrai. L'environnement nous apporte beaucoup dans la vie. L'environnement pour la santé, nous avons besoin de l'environnement pour la santé, pour notre cadre de vie. Et même d'ailleurs, l'environnement apporte de l'économie. En bas âge déjà, l'environnement était déjà gâté. Il n'y avait pas une prise de conscience par rapport à l'environnement. Donc, il y aura des impacts sur moi quand j'aurai mes 40 ans. Quand je vois tous ces problèmes, je ne suis pas confiant pour mon futur. Parce que je sais que tous ces problèmes peuvent m'empêcher de réaliser mes projets. Voilà, quand on voit la qualité de ces interventions, là, on se dit qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce qu'ils ont parfaitement compris le développement durable, c'est quoi? Il faut que nous, pendant que nous sommes en train de vivre, on soit capable de laisser plus d'opportunités à nos enfants que celles que nous avons reçues. C'est un comportement de bon père de famille. Donc, c'est quelque chose qu'on doit adapter, appliquer à l'échelle personnelle, à l'échelle de l'entreprise et à l'échelle de l'État. D'accord? Et puis, de la même manière, ils l'ont aussi bien dit, c'est un développement durable, c'est quelque chose qui doit à la fois respecter l'environnement. Nous devons nous développer sans détruire ce qui nous entoure, sinon nous n'arriverons pas à vivre. Nous devons nous développer en respectant aussi la société et les humains. Donc, un développement qui respecte l'homme et qui respecte l'environnement. Mais ce qui... Les élèves nous parlent hein, de risques futurs, mais quels sont vraiment ces risques futurs là? Alors justement, pour les risques futurs, on a demandé une contribution à des experts pour bien comprendre que le développement durable concerne tous les secteurs de notre développement. Donc on a une contribution des experts qui a été sollicitée et vous verrez dans cette contribution comment eux définissent le développement durable. Et nos jeunes de Bassam n'étaient pas très loin de la définition. Et surtout, quels sont tous les secteurs de la société qui seront impactés par ce développement non durable. La notion de développement durable repose sur 3 piliers, le pilier écologique, le pilier économique et puis le pilier social. Cela signifie en langage humain que nous devons laisser pour nos enfants et nos petits-enfants exactement ce que nous avons trouvé, les opportunités, les ressources, la qualité de notre environnement, la qualité d'énergie. Si possible, nous devons même l'améliorer. Et c'est un problème qui a des solutions de réglementation, de science et de bonne gestion. Chacune d'entre elles étant intégrée comme dans une recette de cuisine. Et le fruit de cette recette est un plat très raffiné que nous préparons pour les générations futures.
may knew that you are going to live for the next generation. Mais en réalité, dans la mise en œuvre du développement durable, il faudrait descendre à l'échelle locale parce que c'est un développement local pour des populations locales par rapport à des problèmes qui sont au niveau local, sans oublier le contexte global qui influence nécessairement le contexte local. Le développement durable est un champ d'opportunités local et international qui existe pour chaque secteur du développement. Plusieurs programmes de développement n'ont pas atteint leurs objectifs pour les raisons dont la non prise en compte ou l'insuffisance de la prise en compte du facteur climat et facteur temps. L'environnement et la santé, puisque c'est deux éléments qui sont associés. Il s'agit d'assurer la sécurité énergétique. Maîtriser l'eau de surface pour que le facteur limitant essentiel pour la production puisse être soustrait aux aléas climatiques. Pour l'agriculture propre, je dirais que si j'en reviens au continent africain, c'est à la fois une nécessité et une opportunité. Nous, les pays africains, devons prendre nos responsabilités. Nous sommes garants de la préservation de ce patrimoine biologique qui a été mis en œuvre depuis 4 milliards d'années. On veille notamment que les forêts africaines soient exploitées moins sauvagement. Les gens se rendent compte qu'avec l'avancée de la mer, la pénurie de la mer, il n'y a pratiquement plus rien à gagner ici. Donc les gens s'en vont. Le mécanisme de développement propre qui permet de transférer des ressources financières des pays occidentaux vers les pays en développement. Il représente 100 milliards de dollars de transactions l'année dernière. Il y a beaucoup de choses à régler en Afrique, comme la corruption par exemple, dont on ne parle jamais, et qui est le problème de fond en Afrique. J'ai dit que la sécurité alimentaire, la sécurité environnementale, la pauvreté sont un facteur déterminant dans la stabilité et dans la sécurité globale. Voilà, donc là, on se rend compte qu'en fait, ce sont tous les secteurs du développement durable qui sont concernés. Mais l'un des experts a parlé de gouvernance. Mais parce que, comme vous l'avez dit, tous nos secteurs de développement sont concernés. Santé, agriculture, énergie, transport, etc. etc. Donc la gouvernance, c'est le pilier numéro 1 du développement durable. Ce que je veux dire par là, c'est que tout va reposer, toute la pyramide du développement durable va reposer sur un seul pilier qui est celui de la gouvernance. Est-ce que nos gouvernements ont bien pris la mesure des enjeux qui sont les nôtres? Est-ce qu'ils ont bien identifié les problématiques que nous avons? Est-ce qu'ils ont bien préparé des réglementations, des encouragements, des incitations pour qu'on s'en aille vers un développement durable? Si vous avez en entreprise, si vous avez un entrepreneur qui lui décide de ne pas avoir un comportement qui soit respectueux de beaucoup de choses, pourquoi aller imposer à des entreprises, par exemple, de faire des sachets plastiques, d'arrêter complètement les sachets plastiques? Ils vont faire des dépenses, ils vont faire un certain nombre de choses, et puis d'autres acteurs, eux, ne vont pas le faire. Donc, on va voir qu'il y aura une distorsion de compétition. Pourquoi avoir une si belle architecture légale en Côte d'Ivoire qui interdit la fumée des véhicules, qui fait tant de choses pour que le développement soit le plus simple possible, et ne pas appliquer nos lois? Donc, le développement durable repose avant tout sur une bonne gouvernance des hommes, des entreprises et de la part de l'État. Et des responsabilités, être responsable et surtout une forte décision, une forte volonté politique. Absolument. Alors, on entend aussi l'un des experts parler de sécurité. Mais quels sont les enjeux, au fait, pour la sécurité? Les enjeux de sécurité, je pense qu'on les connaît déjà. Vous vous rappelez, on était en avril 2008, on avait eu les émeutes de la vie chère. Et quand on essaie de comprendre toutes les causes qui nous avaient amenés aux émeutes de la vie chère, on s'est rendu compte que déjà, on avait eu une inondation avec les grandes pluies en septembre 2007. Et donc, on avait perdu les récoltes sur pied, plus de stock alimentaire national. On avait un prix de l'énergie au niveau international qui montait complètement. Donc, quand on allait acheter de la nourriture venue de l'étranger à cause du prix de l'énergie, du prix du pétrole, ça coûtait de plus en plus cher. Subitement, la vie est devenue chère. On avait un contexte politique qui était franchement pas agréable à cette époque-là. Donc, au bout d'un moment, les populations en ont ras-le-bol. Le développement non durable, c'est un problème de sécurité tout court. Si vous avez un changement climatique, vous avez l'érosion côtière au sud de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on va rester sur la plage? Non, on va partir en migration. Vous avez le désert qui nous frappe au nord. Est-ce que les gens vont rester dans le désert? Non, ils vont venir au sud. Mais si toutes les populations sont en train de suivre un fléau environnemental et que tous convergent vers une même direction, on sera trop nombreux sur la même place. Disons qu'on se donne rendez-vous à Yamoussoukro. Est-ce que Yamoussoukro est assez grand pour tout nous accueillir? Non. Donc, on va rentrer en situation de conflit. Et là, quelles sont les solutions pour mettre en œuvre le développement durable? Alors, j'aimerais bien qu'on redonne la parole à nos lycéens parce qu'ils ont vraiment eu de bonnes réponses. La vérité vient de la bouche des enfants.
Pour passer d'un développement qui ne dure pas à un développement qui va durer, il faut du changement. Et ce changement passe d'abord par l'éducation. L'éducation qui va provoquer une prise de conscience, qui va entraîner une innovation, que ce soit sur le plan économique, le plan technique et aussi sur la réglementation. Pour pouvoir changer, il faut répertorier les problèmes qui peuvent éventuellement nous empêcher de changer. Et selon moi, ces problèmes-là, nous avons le problème démographique, le problème de ressources et de prédation de ressources. Il faut éduquer les populations. Et cette éducation va provoquer chez ces populations-là une prise de conscience. Cette prise de conscience va leur permettre d'innover et donc d'éviter des catastrophes dans le futur. On doit innover d'abord sur le plan financier. D'abord, comment arriver à se faire de l'argent en évitant de détruire son environnement. C'est un plan très important sur lequel nous devons innover. Pour moi, l'État doit introduire des programmes entiers, des personnes bien formées pour pouvoir nous instruire, nous parler plus en profondeur sur le développement durable. Alors, tous nos lycéens s'accordent sur 2 points. Hein. J'ai noté éducation, innovation. Que peut-on faire en matière d'éducation déjà? En matière d'éducation, il y a plusieurs formes d'éducation. Déjà, il y a celle qu'on a la chance de faire ensemble chaque mercredi matin, d'essayer d'identifier chacune des contraintes d'un développement non durable en Côte d'Ivoire, d'arriver à sensibiliser les populations. Une fois qu'elles ont compris ce qui ne va pas, elles se disent comment est-ce que, à ma moindre mesure, je suis capable de contribuer. Ça, c'est le travail, par exemple, des médias pour sensibiliser, informer les populations. Mais il est vrai aussi qu'on a besoin d'un travail important qui va se situer dans l'enseignement supérieur et dans la recherche scientifique. Parce que les générations futurs, entre guillemets, ces jeunes que nous venons de voir, dans 5 ans, 7 ans, 8 ans, seront diplômés. Donc si, à partir de maintenant, on arrive à introduire les enjeux du développement durable dans l'éducation nationale, ces personnes-là, ces enfants seront très tôt concernés. Quand ils vont arriver ensuite au niveau de l'enseignement supérieur, mais ils prendront des filières qui vont exister. Vous allez à l'université Nangui-Abrogua, vous allez à l'université Félix Houphouët-Boigny, vous avez des cours sur la bioscience, vous avez des cours sur la gestion de l'environnement, etc. Donc on a besoin de sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui pour former les cadres de demain, pour former les employés techniques de demain qui vont nous donner ce fameux développement durable. Et qui vont innover également. Exactement, parce que s'il n'y a pas d'éducation, nous n'aurons pas de recherche scientifique. S'il n'y a pas de recherche scientifique, on ne comprend pas les problèmes que nous avons, on n'identifie pas les solutions que nous pouvons mettre en place, donc on ne sera pas capable d'innover. Et que peut-on faire en matière d'innovation? Alors, en matière d'innovation, ça nous amène justement à travailler sur chacun de nos secteurs. On prenait tout à l'heure l'exemple du transport, par exemple. On sait qu'on a un transport qui est un transport polluant. On sait aussi aujourd'hui que vous avez de plus en plus de véhicules qui sont soit hybrides, qui fonctionnent au pétrole et puis qui fonctionnent à l'électricité, soit des véhicules électriques. Pourquoi restons-nous simplement sur un parc qui soit un parc de véhicules polluants? Si on veut que ces véhicules innovants arrivent sur le territoire, comment est-ce que l'État va faire pour lui aussi innover dans la réglementation et arriver à encourager l'achat de véhicules qui sont un petit peu plus chers? Alors je prends un exemple bête. Si j'ai un véhicule qui pollue, peut-être que je vais taxer un peu plus les véhicules qui sont polluants. Et à l'importation, peut-être que je vais réduire les taxes pour des véhicules qui sont non polluants. Je fais plus d'un côté, je fais moins de l'autre. À l'arrivée, l'État récupère la même somme de ressources fiscales, mais il est en train d'influencer complètement le système de transport que nous allons avoir en place. Et ça, on va le trouver de partout. Agriculture. On a aujourd'hui un programme qui s'appelle Cacao Ami des forêts. Donc il faut innover dans la cacaoculture, il faut innover dans l'agriculture et apprendre à nos parents planteurs de nouveaux itinéraires techniques. Et on pourrait continuer comme ça pendant des heures, secteur par secteur de l'économie ivoirienne. Merci beaucoup. Avec plaisir. Cédric, avec beaucoup de plaisir. La semaine prochaine, on verra quel thème? Alors on essaie de travailler sur la gestion des déchets, puisque vous savez que Akuedo devrait fermer en juillet 2018. Ça doit fermer chaque année. Hein. Ça doit fermer chaque année. C'est toujours là, il y a toujours des soucis, mais bon. Ça fait longtemps que ça doit changer. Ça fait longtemps. Et ça existe depuis 1950. Elle a été créée pratiquement à l'époque coloniale. C'était un ravin à l'époque. Akuedo a été créé parce que c'était un ravin situé près d'Abidjan, avec une très très belle couche argileuse. Et donc si on mettait des choses à l'intérieur qui allaient pourrir avec le temps, ça ne devait pas... les liquides du pourrissement, qu'on appelle le lixiviane, ne devaient pas passer à travers la couche argileuse pour aller polluer la lagune. Mais ça, c'était à l'époque de l'indépendance. Ça, c'était avant. On est en 2018. Et oui. Il faudra faire quelque chose sur cette thématique-là. Donc, innover dans le secteur des déchets. D'accord. Et c'est un secteur très, très porteur. Hein. Économiquement, oui, parce qu'on a un dicton qui dit dans le secteur des déchets en Côte d'Ivoire, les ordures, c'est de l'or qui dure.
D'accord. Maintenant, il y a plusieurs manières d'aller chercher de l'or. Est-ce qu'on y va de manière un petit peu à l'orpaillage, avec des techniques polluantes qui sont mauvaises pour la santé des personnes qui vont collecter les déchets sur Aquedo? Il faut la voir, cette décharge, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Ou alors est-ce qu'au contraire, nous mettons des innovations en place et nous sommes capables de récupérer tous les matériaux à recycler? Et une petite anecdote, c'est que vous avez maintenant en Suède un magasin qui vient d'ouvrir dans lequel vous n'avez que des produits recyclés qui sont proposés à la vente. Quelque chose que l'on aurait tendance à jeter, on pense que ce produit est mort, entre guillemets, en fait, on peut lui accorder une seconde vie, comme on peut le faire, par exemple, pour les jouets de nos enfants à Noël. Moi, j'ai encore les jouets de mes parents, j'essaie de les fournir à mon fils. Ça se fait ici, on les appelle les samaraclos. Ce sont des hommes qui se baladent avec des sacs, qui récupèrent des objets usagés et qui vous donnent en retour soit des assiettes en caoutchouc ou de l'argent même. Et ça, c'est une chance que nous avons parce que le développement durable aussi, c'est quand on regarde dans les pratiques que nous avons en Afrique, nous ne sommes pas très riches, hein, d'accord? Donc parfois, quand on trouve quelque chose ou quand on a une ressource qui est encore exploitable, on va faire tout ce qu'on peut pour essayer de l'exploiter. Parfois, vous allez en Europe, un produit est cassé, bon, ben, je le jette, je vais en acheter un nouveau, c'est une nouvelle génération. Ici, non, on essaie de regarder comment le réparer pour lui donner une seconde vie. Effectivement. Merci beaucoup. Donc, on va vous retrouver la semaine prochaine. Ça, c'est sûr. Hein, c'est sûr qu'on va vous retrouver la semaine prochaine. La pub s'installe avant la suite de votre émission. Elle est là, Bernadette Assou-Nguessan. Bernadette Assou-Nguessan, avec elle, on parlera de bouderie dans le couple. Mais avant, la pub. Je commence à bouder, là. Le transport routier est l'une des sources importantes de pollution de l'air dans notre pays. Les gaz émis par les véhicules polluants exposent notre population à des maladies respiratoires et cardiovasculaires, particulièrement en milieu urbain. Chers transporteurs et conducteurs routiers de Côte d'Ivoire, disons non à l'utilisation des automobiles polluants tout en veillant à leur entretien régulier. Ainsi, préviendrons-nous les maladies liées à l'inhalation des gaz toxiques des véhicules. Transporteurs et conducteurs de Côte d'Ivoire, stop aux véhicules polluants. Ceci est un message du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Bonjour 2018. Que du bonheur. Ta maman dit que tu t'appelles Jean. Toi, tu dis que tu t'appelles Lampadaire de Paris. Eh, bruteur. Que d'humour pour la bonne humeur. Je considère que vous qui êtes ici, c'est un groupe scolaire. Et puis là, c'est EPP. Donc, quand EPP s'en va, voici le chant que les gars chantent. Coin, coin, coin. Coin, coin, coin. En ce moment, le vaurier est devant. Hein. Il y a la crête sur son visage. Faut voir le groupe scolaire maintenant, viens chanter. Jolie, joue là. So! Faut voir Pépé. Ah! C'est des duels de chants quoi. Nous l'avons déjà ici. Namuruna, oh Namuruna. So! Denisele. Akele mata. Asira mata. Asaba mata. Les grands moments de Bonjour 2018, plus le bonus en DVD. Prix 2500 francs CFA. Point de vente, RTI Publicité Vallon, RTI Publicité Plateau, RTI Publicité San Pedro, RTI Publicité Boaké, Soum Cosmétique Yamoussoukro, Edipresse partout en Côte d'Ivoire. Bonjour, un concept RTI. Retour sur le plateau, mesdames et messieurs. C'est toujours un plaisir d'avoir sur ce plateau Madame Bernadette Assou-Nguessan, notre spécialiste tout ce qui est famille, avec qui nous allons aborder aujourd'hui un thème assez fréquent partout donc, dans la société. Vous vous sentez très concerné par ce thème. Oui, j'avoue, mais je me soigne. Allez, la bouderie dans le couple, voilà, c'est tout un thème. On va discuter tranquillement avec Madame Bernadette Assou-Nguessan, mais avant... Sans bouder. Sans bouder, hein, on ne va pas bouder. Mais avant, on va regarder l'élément explicatif. Dans le couple, il arrive souvent qu'on se dispute et que les manies de l'autre nous agacent. Et lorsqu'on est agacé, certains d'entre nous réagissent par de la froideur et parfois de la bouderie. La bouderie est ce qu'on qualifie communément comme un acte où l'on fait la tête. La bouderie, c'est le fait de ne pas pouvoir exprimer ce qu'on ressent à l'autre. Je pense qu'il y a d'abord la frustration, mais du côté de la personne qui boude, c'est le fait de ne pas avoir le courage de pouvoir exprimer ce qu'on ressent
à l'autre. La bouderie, c'est le fait que quelqu'un te parle, tu ne réponds pas. Ce qui crée la bouderie dans un couple, il y a l'incompréhension. La bouderie, c'est une sorte de mécontentement d'un couple. Vous boudez souvent ou vous subissez souvent les bouderies de votre conjoint. Comment y pallier? Chacun y va de sa méthode. Ce qui cause la bouderie, c'est le mécontentement. Pour résoudre ce problème, c'est tellement simple. Comme il y a des enfants à la maison, souvent ils payent demi-poulet. Je fais ici comme ça pour les enfants, j'ai payé. Oh, c'est pour la demander pardon. 1%, ça marche. Ça dépendra de tout un chacun dans le couple de savoir qu'est-ce qu'eux-mêmes ils veulent réellement de leur relation, s'ils veulent continuer à évoluer ensemble ou bien s'ils veulent s'arrêter là. Voilà. Parce qu'on se dit par exemple que voilà quoi, on a longtemps fait chemin seul et puis on s'est rencontrés, on veut que ça marche entre nous. Voilà, donc chacun va essayer de tuer son ego et pour donner, je vais dire, un souffle à la relation, bien pour donner une certaine forme de vie à la relation. Voilà, quel que soit tout ce qui arrive, on essaie de faire bas la terre, mais jouer 4 sur table. Il n'y a pas de choses ou bien de problèmes insolubles, mais tout doit pouvoir se développer dans la compréhension, dans la communication. Est-ce que monsieur a pu écouter effectivement ce que madame veut réellement? Est-ce qu'il a pris le temps nécessaire de l'écouter, de l'entendre, de comprendre ce qu'elle veut? Ou alors est-ce que madame a compris ce que monsieur veut? Quand il me boude, si j'ai raison, je vais tout faire pour qu'il me parle. Mais si je n'ai pas raison, que c'est lui qui a tort et puis me boude là, je vais le laisser comme ça. Ça ne va pas résoudre le problème, mais il ne peut pas avoir tort et puis moi je vais lui demander pardon, je suis désolée. Comment comprendre ce qu'on a dit ou fait de mal si l'autre s'obstine à vous faire la tête? Une question qui montre que le fait de ne pas être capable de trouver sa place dans un conflit et de se voir refuser toute possibilité de dialogue conduit bien souvent à la lassitude et au rejet. Et pourtant, selon des experts, la bouderie est tout de même un moyen de communication, car malgré les apparences, mine renfrognée et impression d'enfermement et refus du dialogue, le boudeur ou la boudeuse essaie paradoxalement d'établir un retour au dialogue avec l'autre sans pouvoir le dire. Voilà, retour sur le plateau de Matin Bonheur. Ils se sont très concernés là. Voilà. Elle est là, elle est bien installée, Bernadette Assou-Nguesso. Désolée, je vais tout faire pour ne pas que Marco me boude. Donc, Bernadette Assou-Nguesso, dites-nous, entre la froideur et la bouderie, est-ce qu'il y a une différence? L'un entraîne l'autre. D'accord. Nous commençons peut-être par une petite froideur qui est passagère, comme la bouderie aussi est passagère. Mais la bouderie, c'est un ensemble. Hein. On le regarde, on le voit dans le comportement, on le constate dans la manière de communiquer ou même de ne pas communiquer, parce que même le fait de se taire et de fermer la bouche, c'est une forme de communication, et puisque la communication peut être gestuelle, et il y a toutes les mimiques qui peuvent aller avec. Je boude, mais quand je regarde comme ça, vous savez que je ne suis pas content. Et l'expression du visage peut donner donc le contenu, si c'est une bouderie ou c'est juste une petite froideur. Les deux sont liés, l'un amène à l'autre et ainsi de suite. Donc là, on rentre dans le plein pied dans le sujet. Donc il y a la bouderie de façon physique, de façon gestuelle, et puis il y a la bouderie, si on peut dire, on va dire ça comme ça, froide, un peu insidieuse. Oui, en fait, la froideur accompagne toujours celui qui boude. Quand je suis dans mon état de boudeur ou de boudeuse, mon attitude première, c'est déjà de me renfermer. Et l'expression de mon visage, de tout mon corps, exprime que je suis renfermée, qu'il y a certainement l'expression d'un malaise, d'un mal-être. Et donc, j'ai besoin certainement de m'isoler. Mais en même temps, la froideur qui accompagne, c'est que les gestes même d'affection ou de tendresse que je peux manifester, je les retiens. Et donc, il y a la froideur en termes de retenue dans ce que je dois faire ou ce que je devrais faire en temps normal. Voilà. Donc, bouder, c'est en quelque sorte un bouclier. Ça peut être un bouclier, mais c'est beaucoup plus l'expression d'un mal-être, de quelque chose qui ne va pas, de ce que j'ai été froissée, incompris, frustrée, ou peut-être par déformation,
la bouderie, la femme que nous sommes, nous l'utilisons quand nous voulons quelque chose, donc pour attirer l'attention. Donc ça peut être juste l'expression d'un mal-être, et ça c'est vraiment profond, il faut le travailler, il faut comprendre d'où cela vient, et travailler là-dessus, parce que cela peut se prolonger et affecter durablement l'existence de la personne qui boude, mais en même temps être préjudiciable pour le couple et l'environnement. Mais en même temps, ça peut être juste un moyen d'obtenir quelque chose. En ce moment-là, cette bouderie ne durera pas. Elle est passagère, ça devient juste un moyen qu'on utilise. Mais attention, on peut toujours s'installer dans toutes ces choses-là et la bouderie n'arrange rien. Parce que c'est une rupture. Voilà. Justement, quel impact ça peut avoir sur l'autre? Naturellement. Sur le couple en général. Oui, si j'ai mon partenaire qui, du jour au lendemain, commence à bouder et ne me parle pas, cela affecte notre relation. D'abord, pour quelle raison cette personne est en train de bouder? Mon partenaire boude pour quelle raison? Est-ce parce qu'on vient d'échanger quelque chose, il vient de se passer quelque chose? La bouderie, dans sa définition, c'est la transformation brutale, soudaine, l'interruption soudaine de la communication. Et donc, soudainement, on arrête de parler, on arrête de communiquer d'une manière ou d'une autre. Naturellement, le partenaire qui est à côté s'en retrouve affecté. Il peut ne pas comprendre pourquoi. Même si c'est lui qui est la cause ou c'est elle qui est la cause de cet état de fait, il peut ne pas être conscient de ce que, parce que j'ai dit cela ou parce que j'ai fait ci, la réponse de mon partenaire ou de ma partenaire, c'est de bouder. On peut ne pas le comprendre, mais naturellement, cela affecte le partenaire. Parce que si j'arrête de communiquer, que fait l'autre? Est-ce que c'est pas une manière de communiquer aussi? Est-ce que bouder, c'est pas pour dire à l'autre, ah, il y a un endroit, bon, pour ceux qui boudent rarement, hein, mais quand ça devient une manie, là, bon. Mais est-ce que c'est pas aussi un moyen de communiquer? C'est un moyen de communiquer, peut-être, mais non, pas d'attirer l'attention. D'attirer, voilà, justement. D'attirer l'attention pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas à mon niveau, ou peut-être à notre niveau. Parce que la cause peut être l'autre, ou peut-être quelque chose qui concerne les deux personnes. Mais chacun a sa manière de réagir. Quand une personne boude, c'est, nous disons tantôt, l'expression d'un mal-être, d'une frustration, d'une situation vécue et qui est mal vécue. Et je veux attirer l'attention de mon partenaire, de ma partenaire pour dire, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne me sens pas bien. Et donc, brusquement, j'arrête donc d'être joyeux, de communiquer ou de faire un certain nombre de choses. La bouderie va beaucoup plus loin. Elle peut aller jusqu'à l'immobilisme ou au mutisme total. Et dans ces conditions-là, il y a matière. Et qu'est-ce que le partenaire doit faire, le ou la partenaire doit faire quand on constate qu'il y a de la bouderie, déjà, le tout dépend de la manière dont vous avez établi votre relation. Est-ce qu'il y a des taquineries? Est-ce qu'il y a des sujets de plaisanterie? Est-ce qu'il y a la chambre de palabres? Est-ce qu'il y a... Enfin, chacun dans son couple sait comment les choses se passent. Donc, quand on remarque tout de suite, parce que comme on dit, elle est brutale. Le changement d'humeur est brutal et on le voit, on le sent, on le ressent tout de suite. Donc, quand cette chose s'installe, dans l'habitude de ce que nous avons établi, alors si c'est dans la chambre qu'on se parle, si on a la chambre de règlement des conflits, ben on s'appelle, on va dans la chambre de règlement de conflits. Si c'est des taquineries, ben on commence à dire, oh, dis donc, tu as une mine... Qu'est-ce que tu es belle quand tu as la mine serrée? Et cela peut ramener le sourire. Mais si cela, la juste taquinerie ou cette expression ne suffit pas à ramener un petit sourire, on peut mesurer l'ampleur ou l'intensité de ce qui cause la bouderie. D'accord? On peut juste dire, ah, c'est juste parce que j'ai refusé de te donner ceci, ou dis donc, c'est à cause de ce que nous avons dit, ou ce qui est arrivé. Enfin, chacun connaît son couple. Et donc, c'est plus ou moins comment, puisque c'est une rupture de communication, comment
établir la communication pour parler de ce qui fait le sujet de bouderie. Alors, vous êtes psychologue, alors dites-nous, est-ce que ça puise les causes lointaines de la bouderie? C'est dans l'enfance? Parce que nous tous nous sommes passés à un stade où on a boudé étant enfant. Est-ce que c'est la mauvaise gestion de ce passage-là par les parents ou par soi-même qui nous entraîne dans la bouderie lorsqu'on avance en âge? La bouderie, c'est le mode de communication par excellence de l'enfant. Vous verrez l'enfant qui n'est pas content, au lieu de crier, il se met dans son coin, il boude tout de suite. Et donc, dans le développement normal de tout individu, nous passons tous par ce stade de bouderie. C'est un mode de communication. Mais quand on s'y installe, c'est dans les causes, il faut aller chercher dans le vécu de la personne qu'est-ce qui s'est passé. Et dans la personnalité même. Parce que ma personnalité est que j'ai les ressources nécessaires pour faire face aux situations de malaise ou de mal-être ou de mal-vivre qui peuvent s'installer, qui peuvent survenir dans le processus de la vie de tous les jours. Est-ce que j'ai les ressources personnelles dans ma personnalité? Comment est-ce qu'elle s'est construite? Est-ce que j'ai les ressources pour faire face à cela? Donc, quand vous voyez une personne qui est toujours en état de bouderie, il faut voir dans l'enfance qu'est-ce qui s'est passé. Justement. Au niveau de sa personnalité, de quelles ressources elle dispose. Est-ce qu'elle a suffisamment de ressources? C'est signe d'immaturité quand on s'installe dans la bouderie. Alors, il y a une étude d'un journal qu'on appelle Psychologie, je ne peux pas le citer, qui dit que 38% des boudeurs ont eu un choc violent dans l'enfance. Oui, ça procède de la blessure intérieure et d'un traumatisme mal réglé, mal résolu. Si vous avez, comme on dit, la bonne humeur ou la mauvaise humeur apparaît normalement, nous devons être tous de bonne humeur. Quand nous nous réveillons le matin, rendre grâce à Dieu d'être réveillés, d'avoir la vie, d'avoir la santé, de pouvoir se mouvoir et tout cela. Donc cela devrait déjà nous remplir de joie et nous permettre d'aborder sereinement la journée. Mais si nous nous réveillons déjà dès le matin et que nous avons déjà la mine complètement défaite et nous ne sommes pas à l'aise, il faut voir effectivement les chocs émotionnels, les chocs affectifs. Par exemple, un enfant qui a été très tôt séparé de l'objet de l'affection de sa mère, mais naturellement, si ce manque n'a pas été comblé comme il faut, mais cet enfant va grandir avec ce manque profond, ce sentiment d'abandon, de vide que cette personne ressent. Et naturellement, au réveil, cette personne, dans sa pensée, se retrouve à repenser à la situation de manque et donc va avoir une mine complètement défaite. Elle n'est plus très présente. Elle n'est plus très présente dans le couple, même pour elle-même. Parce que le boudeur, il ne faut pas se le cacher, elle coupe toute relation avec elle-même. Parce que si on n'arrive pas à communiquer, c'est juste parce qu'à notre fort intérieur, il y a des choses qui se passent, donc on est mal dans son être. D'accord? Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Alors, donc, quand on a en face de soi un boudeur, notre partenaire boude, il faut être soi-même. Une boudeuse. D'accord. Il faut être soi-même un peu psychologue. Un peu psychologue, tout le monde se prétend être psychologue et nous avons en chacun de nous un peu de psychologie. D'accord? Mais il faut être attentif. Nous disons il faut être attentif. Pas être psychologue, mais il faut être attentif. Surtout quand la relation se construit, quand elle débute. Voilà. Il faut véritablement être très attentif. Et quand on est attentif, on peut tout de suite sentir le malaise qu'il y a en l'autre. Si cela ne vient pas d'un acte qu'on a posé, d'une parole qu'on a prononcée, de quelque chose qui peut venir de nous ou de notre environnement, et que c'est véritablement sans raison apparente une situation qui se vit, et il faut pouvoir être observateur pour d'abord se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que mon partenaire ou ma partenaire est en train de vivre quelque chose qui ne va pas, se referme, parce que le boudeur se referme automatiquement. Et donc, il faut mettre en marche les amis que nous avons dans notre relation. Donc, les amis, c'est toute la dose d'amour, toute la dose d'affection, toute la dose de joie et de partage de choses agréables que nous devons pouvoir ressortir pour dire qu'est-ce qui ne va pas. Parlons-en.
Quand le boudeur est hermétique, le boudeur ou la boudeuse est hermétiquement fermé, alors ça immobilise le couple. Quelles sont les approches? Il faut faire intervenir d'autres personnes? Naturellement. Et justement, quand la compagne, m'excuse de vous couper, quand la compagne ou même le compagnon ne regarde pas, ne s'en occupe pas. Bon, c'est grave de ne pas... Et ça perdure, ça perdure. Alors, dans le reportage, il y a cette jeune fille qui disait si c'est moi qui suis dans mes raisons et qu'il boude, mais bon, je le laisse là. Quel intérêt? Que gagne-t-on à laisser mariner quelqu'un dans la bouderie, dans le malaise? Pour crever l'abcès. Il faut absolument crever l'abcès. Malheureusement, nous ne savons pas tous crever l'abcès. C'est très facile de dire il faut crever l'abcès, il faut aller vers la personne qui boude, il faut essayer de la comprendre, il faut essayer de la faire parler et tout cela, mais ce n'est pas très évident. Parce que le malaise que la personne exprime en boudant est très contagieux. Cela peut influencer ma propre conduite à me refermer moi aussi. En souvenir peut-être de quelque chose. Elle boude et cela me rappelle un certain nombre de choses et donc peut provoquer de ce que moi-même je me renferme. Et donc, il n'est pas très aisé de rester face à une personne qui est mal à l'aise. Et donc, le malaise étant contagieux, il faut éviter que nous nous mettions dans cette situation de bouderie. Mais comme cela est inévitable, être boudé peut être inévitable. Donc, puisque cela est inévitable et que c'est un moyen de communication, pas bonne, mais c'est un moyen de communication quand même, il faut très vite passer à autre chose. Je boude, mais très vite, revenir à moi, à mon intérieur. Parce que si je boude, c'est parce qu'à mon intérieur, je ne me sens pas bien. À mon intérieur, voir ce qui s'y passe. Si je n'y peux pas, si je ne peux pas parvenir à regarder ce qui se passe en moi, il faut faire appel à une personne qui peut nous aider. Ça peut être l'ami et si plus sérieusement, un spécialiste. Et comment revenir à soi? J'ai boudé, il a tout fait pour me faire sourire, ça n'a pas marché, maintenant ça va. Comment redémarrer? Alors, naturellement, le processus de bouderie respecte quelque chose, hein, respecte un processus. Je boude parce qu'il y a eu quelque chose, un souvenir douloureux ou quelque chose qui vient de se passer. Cela prend son temps de s'installer, mais de repartir aussi. Si la chose qui m'a mise dans cet état est encore présente, c'est difficile que mon état, mon malaise s'estompe, puisque ce qui m'a mis dans l'état est encore présent et d'intensité peut-être encore plus grande et encore présente. Il faut donc laisser ce qui est la cause disparaître. Il faut donc agir sur la cause, si on la connaît. Si on ne la connaît pas, donc rechercher, si le partenaire a tout essayé et que ça ne va pas, ça veut dire que la situation est très sérieuse. Il faut demander de l'aide en dehors de votre partenaire, afin que tous les deux, vous puissiez regarder. Parfois, on n'a pas conscience de ce qui nous met de mauvaise humeur, parce que c'est profond. Donc, la récurrence de cet état de bouderie doit nous interpeller nous-mêmes pour que nous puissions chercher l'aide appropriée. En définitive, la bouderie, c'est une crise de confiance en soi-même et en l'autre à tout le monde. Il y a de l'immaturité dans la personnalité. Dans le développement affectif de la personne, il y a de l'immaturité. On est resté figé au stade de l'enfant qui a le seul moyen d'expression pour manifester son mécontentement de bouder. Mais aujourd'hui, fort heureusement, nos enfants s'expriment. Nos enfants s'expriment et nous apprenons à nos enfants à s'exprimer, à notre entourage de s'exprimer. Il faut s'exprimer sur son mal-être. Je ne vais pas bien. Ceci me fait mal. Cela me fait souffrir. Je n'aime pas ceci. Donc, en l'exprimant de cette façon-là, l'autre en face peut comprendre déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, ensemble, nous le disons. Si vous dites à votre partenaire que ceci, je ne l'aime pas, et que de façon récurrente, cette chose revient, il y a un problème. Ça veut dire que le couple doit avoir une aide pour régler. Pourquoi est-ce que ce que j'ai exprimé en me disant « je n'aime pas ceci », le partenaire ne l'entend pas, ne le comprend pas et revient
de façon récurrente sur cette chose qui me blesse, qui me fait mal, alors il y a lieu de voir qu'est-ce qui ne va pas à son niveau pour essayer de trouver les raisons de cette répétition et pouvoir sortir de là. À l'entame de l'émission, on a dit que la bouderie était un moyen de communication. Mais à vous entendre parler, on a l'impression qu'il faut bannir la bouderie. Est-ce qu'il n'y a pas d'avantage à bouder de temps en temps? Davantage à bouder de temps en temps, toute chose a un avantage et un inconvénient. Y rester est malsain. Donc, si nous ne sommes pas contents, l'expression de mon mécontentement, c'est je me mets un peu dans mon coin et puis je boude un tout petit peu. La bouderie permet de se replier sur soi et nous permet de nous examiner. Faire le point. Sur le point, faire le point. Mais si nous y restons, en ce moment, ce n'est pas bien. La bouderie, dans le couple, c'est quelque chose que nous utilisons toutes en tant que femmes. En tant que femmes, quand nous avons besoin de quelque chose, nous faisons la mine boudeuse. Sommes habitués. Enfin, ils sont habitués. Là, donc. Nous faisons la mine boudeuse parce que nous voulons obtenir quelque chose. Mais y rester n'est pas bon. Justement, il y a plus de boudeuses ou de boudeurs? La femme utilise de façon naturelle de bouder pour obtenir, pour interpeller le partenaire et essayer d'obtenir quelque chose. Mais c'est sa prolongation qui n'est pas intéressante pour le couple. Et les hommes? Les hommes boudent aussi. Quand on veut quelque chose, quand on veut exprimer quelque chose, c'est un moyen de communication, d'interpeller l'autre. C'est y rester qui est malsaine. Donc, quand je boude et que cette bouderie ne se limite pas à juste ma mine renfrognée et que je l'amène jusque dans le lit à faire des privations et tout cela, cela est préjudiciable pour le couple. L'absence de communication, l'absence, le rejet ou la retention, parce que quand on est dans la bouderie, nous faisons beaucoup de retention. La retention, donc, est quelque chose qui est préjudiciable pour la vie du couple. Si je retiens mes mots, si je retiens mes gestes, si je me retiens pour ne pas accomplir mon devoir, cela est préjudiciable pour le couple. Et malheureusement, beaucoup de couples font mal parce qu'il y a eu des choses qui se sont installées qui n'ont pas été réglées, dont la simple bouderie aux choses beaucoup plus complexes. Et cela est un mal-être vécu dans le couple et pour tout le temps que ces personnes-là sont en relation. Donc, pour une simple bouderie, ça peut briser un couple. Ça peut briser un couple parce que nous n'avons pas su régler les causes de cette bouderie et voir les conséquences. Ce n'est pas agréable. Oui. En définitive, la bouderie c'est une tueuse silencieuse hein, du couple, même si parfois ça peut amuser parce qu'on met tout en œuvre pour reconquérir la personne qui boude. Mais après, d'un côté, quand ça s'installe sur la durée, c'est dangereux. Mais il faut avoir aussi, on ne le dira jamais assez, un partenaire vraiment qui est, je ne dirais pas une béquille, mais qui qui détecte ça tôt. Quand nous sommes partenaires, ça veut dire que nous avons... Qui vous connaît réellement, voilà. Nous avons eu le temps de nous connaître et de nous entendre sur un certain nombre de choses et de savoir mesurer la température de l'autre. Savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Aujourd'hui, on se marie tellement vite. Oui. Donc, il faut faire attention. Quand on est partenaire, cela veut dire que, au simple regard, la communication est établie. Je suis content, je ne suis pas content. Au simple regard, le partenaire doit pouvoir le comprendre. Ou au simple geste qui n'est pas fait ou qui est fait, le partenaire doit pouvoir comprendre. Le partenariat, c'est cela. Ça veut dire que nous sommes plus ou moins à livre ouvert l'un pour l'autre. Et ce qui ne va pas, qui peut provoquer un mal-être chez moi, doit être su par le partenaire pour qu'ensemble, nous pouvons trouver la solution et avancer. Le partenaire, en début de la projection de l'élément, nous avons vu deux personnes. On ne les voyait pas, mais nous avons vu des partenaires, main dans la main, qui partaient. C'est ça le partenariat, main dans la main, pour avancer, pour
au moment où l'un ne se sent pas bien, l'autre puisse tirer et ainsi de suite, avancer pas à pas. Avancer pas à pas, c'est cela. Mais et quand il y a des enfants, parce qu'on n'a pas inclus les enfants, hein. On n'a pas inclus les enfants. Est-ce que les enfants ne peuvent pas être influencés quand le couple... La bouderie influence l'entourage, l'environnement. Donc, que ce soit au niveau familial, s'il y a des enfants, tous ceux qui sont dans la maison sont concernés. Ce n'est pas que le partenaire. Ce n'est pas que le partenaire. Quand vous avez cette mine, j'aurais dû venir sur le plateau avec une mine de bouderie. vous m'auriez posé la question, qu'est-ce qui se passe? Ça se sent tout de suite. Donc, ça affecte tout le monde. Sur le plan professionnel, vous boudez, vous allez au travail. Naturellement, votre environnement professionnel sera affecté par votre état. Donc, la bouderie affecte véritablement l'environnement. Les enfants ne sont pas épargnés. Et quand les parents sont des boudeurs, imaginez toute la difficulté des enfants qui ne voient en leurs parents que des personnes fortes, des personnes solides, qui peuvent tout et qui savent tout. Du jour au lendemain, la maman se retrouve dans une situation de bouderie, le papa se retrouve dans une situation de bouderie, l'enfant ne comprend pas, il ne sait pas. Et généralement, la petite fille ou le petit garçon de 4 ans, qui se sent super fort, investi de tout pouvoir, va venir vouloir régler le problème de maman ou de papa qui est dans une situation de boude. Parce qu'il pense qu'il est la cause. Généralement, les enfants en bas âge pensent qu'ils sont la cause de ce que papa ou maman ne sont pas contents. Et donc, cette influence-là est négative, elle est destructive. Évitons donc de bouder, même si cela peut nous donner des gains de communication. Et ce qui est mignon dedans, quand il y a un enfant, les enfants aussi ont ce bon côté-là, avec leur air angélique, de venir servir de crève-abcès, quoi. Parce que l'enfant peut venir comme ça et dire « Ah, papa, tu n'aimes plus maman ?» Et puis tout le monde commence à sourire et puis ça peut créer une brèche pour la réconciliation. Tout à fait. Et surtout, après la bouderie, la réconciliation, il y a la réconciliation et là aussi, c'est un grand moment. Et c'est mieux qu'on puisse terminer là-dessus, que la réconciliation est toujours torride, agréable, tout ça. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup d'être resté en notre compagnie avec notre spécialiste Bernadette Assou-Nguessan. Vous avez vu, on évoque tous les sujets. Le prochain sujet qu'on va aborder, ce sera Je ne sais pas. Madame Kadir m'a pas dit. Non, je ne sais pas. Ça sera en exclusivité, je vous le dis, pour mercredi prochain, le chantage affectif. Voilà. Oh. Voilà. Et ça promet. Allez, merci. On ne se boude pas, tranquillement. Et on se retrouve demain. C'est ça.